Donc, bienvenue à tous à la dernière édition, cette 18e édition là, du Brown Back Lunch en ce vendredi 18 juin. On termine avant les vacances d'été avec deux présentations aujourd'hui. Donc, la première sera faite par M. André Fougère de l'INO. Donc, l'INO n'a peut-être plus besoin de présentation. Donc, c'est un important centre de recherche, là, le centre d'expertise en optique photonique, donc le plus important au Canada, et parmi les meilleurs centres de recherche là, technologique au monde, là, donc qui trouvent des solutions innovantes là, appliquées là, pour l'industrie. Et puis, nous aurons dans un second temps, là, Photon, etc., qui conçoit et fabrique des systèmes d'analyse d'imagerie à la fine pointe de la technologie là, depuis une vingtaine d'années. Donc, il va être présenté par Sébastien. Donc, avant de te céder la parole, André, je vais juste rapidement me présenter. Simon Thibault, je suis professeur à l'Université Laval, titulaire d'une chaire de recherche industrielle en conception optique et récemment élu hier soir pour un mandat de 2 ans là, sur le conseil d'administration d'Optonic pour encore 2 ans. Donc, à toi la parole, André. Merci Simon. Et puis, ben, je vais culbuter tout de suite sur la présentation INO. C'est une présentation, tu me dis Simon si vous la voyez bien, là? Très bien, merci, ça OK. fonctionne. C'est une présentation corporative. Je ne pense pas aller au travers de toute l'information nécessairement, mais l'idée, c'est de vous présenter INO, la saveur INO, puis évidemment euh, ce qu'on est comme organisation au départ pour que ça soit bien compris. Par la suite, ben, quelques exemples de réalisation, tu sais, nos forces technologiques, quelques exemples de réalisation. Et puis, ben, évidemment, on est en recrutement. Donc, si ça intéresse des gens de nous contacter suite à ça, si je fais une bonne job, peut-être qu'on aura la capacité de recruter certaines personnes. Donc, cela dit, sans plus tarder, on va passer à la diapo suivante. Ouais, OK, c'est beau. Whoop. Donc, qui sommes-nous? Simon l'a mentionné, on est un institut privé, on est à but non lucratif, mais on est privé, donc on n'est pas un institut au sens académique du terme. Par contre, on travaille avec les centres universitaires, évidemment, là. Donc, on fait de la recherche appliquée translationnelle. C'est un grand mot pour dire qu'on va prendre une technologie développée dans un contexte particulier, puis on va essayer de la répandre dans un maximum de contextes où c'est pertinent. Et puis, on aura des exemples de ça tout à l'heure. Et puis, fondé en 1988, on est encore toujours un peu plus de 200 employés, 220, 225, 215, 240. Ça a varié dans les dernières années. On est plus autour d'un 220 en ce moment. Budget annuel quand même en croissance. On est à 40 millions de budget annuel. Euh, qui vient en partie de contrats directs effectués avec l'industrie. Donc, sur le budget annuel, je dirais la moitié et parfois plus vient de contrats directement avec l'industrie. Puis l'autre moitié, c'est un support des deux paliers de gouvernement, là, le provincial et le fédéral, pour développer nos propres technologies à l'interne. Donc, on pourra peut-être en revenir là-dessus plus tard. Pour ceux que ça intéresse, on est certifié évidemment ISO, puis 13485, c'est un standard qui est une norme, pardon, qu'on doit suivre au niveau du développement d'instruments médicaux. Et puis, on a le siège social est à Québec, la petite étoile ici sur le graphique. On a des bureaux à Montréal et à Hamilton, en Ontario. Euh, Cela dit, c'est bizarre, la flèche par le bas, ça ne fonctionne pas. Notre mission, juste pour que ça soit très clair, INO n'est pas ou n'est plus un centre dédié au développement de technologies proprement dit. On a fait la transition dans les dernières années de passer d'un centre de développement de technologie à un centre de développement d'innovation. Puis la petite subtilité, c'est que on ne fait pas du développement de technologie pour faire du développement de technologie, on fait du développement de technologie pour rencontrer des problèmes, solutionner des problèmes industriels, puis d'aider les industriels à innover en absorbant ces technologies-là à l'interne pour leur permettre d'être plus productives et plus compétitives. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on fait de la recherche appliquée, on fait de la R&D, un petit R, un grand D. Puis le grand D qu'on fait, ben, il faut que ça aide concrètement l'industrie. Ça, c'est la mission. C'est assez similaire à ce qu'on faisait dans le passé, mais le switch vers fine pointe de la technologie versus fine pointe d'un centre d'innovation, il y a une petite subtilité, là, mais on pourra revenir là-dessus plus tard.
éventuellement. Donc, notre vision, ben, c'est d'être la référence en innovation, justement, translationnelle, toujours le même contexte que tout à l'heure, reprendre des technologies puis les adapter dans différentes industries. Puis on le fait en travaillant avec la lumière, parce qu'on est un centre d'optique photonique, donc c'est la vision de l'entreprise. Cela dit, nos valeurs, là, je me rends compte que je regarde 2, 3 écrans, vous me voyez peut-être un peu de travers. Donc, nos valeurs, ben, c'est vraiment la première, c'est de bien écouter les clients, comprendre les problèmes, non pas d'essayer d'anticiper la solution, mais de bien d'écouter d'abord pour bien comprendre. Comprendre, c'est la deuxième. Comment ce qu'on a compris, on devrait être capable de transposer ça au niveau technologique. Donc, le problème du client est rarement technologique, c'est un problème d'industrie qui peut être probablement, dans la plupart des cas ou dans plusieurs cas, solutionné de façon technologique, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est bien comprendre ce que l'INO peut apporter à solutionner le problème, puis ben, on s'engage dans la solution. Donc, on va mettre tous nos efforts pour créer de la valeur chez nos clients. C'est ça la mission de l'entreprise. On a un savoir-faire assez étendu en optique photonique. Donc, on offre une gamme étendue, là, que ça va de l'étude basée sur les principes physiques, principes d'ingénierie, à du service d'expertise, service conseil. On fait du prototypage, développement de produits. On fait de la production pilote aussi. On a une capacité à l'interne de produire, de développer des cellules de production émergentes, transférer ces cellules-là chez les clients au besoin ou chez des partenaires. Donc, on fait de la production pilote. On fait des transferts de technologie, puis on fait de l'essaimage aussi, donc création d'entreprise. Mais toujours basé sur l'optique photonique et la vision. Si je continue, on fait le positionnement, vous aurez peut-être compris qu'on fait le pont entre le monde académique et les besoins industriels. Donc, quand quelqu'un en agriculture a des problèmes de monitoring, ben, il peut s'adresser à l'université, il peut s'adresser à d'autres centres de recherche, dépendant de son problème. Puis, l'INO, ben, ce qu'on fait, nous, c'est prendre je dirais, le savoir issu du monde académique en travaillant avec les chercheurs, les professeurs, puis transformer ce savoir-là, dans mon jargon, je dis souvent en avoir pour le client. Donc, comment on règle le problème, puis on crée de la valeur chez le client. Donc, on essaie vraiment de faire progresser les technologies là, issues de la nouvelle science, la nouvelle ou de l'ancienne science, mais vers l'industrie, le monde industriel, l'utilisation. On a des clients toutes catégories, mais comme le Canada est un pays de PME, la majorité des clients, en nombre de clients, 70 sont des PME canadiennes, mais on dessert aussi les grandes entreprises au Canada et évidemment, il y a une fraction là, de nos activités qui sont internationales aussi. Puis, je dirais 90 de ce qu'on fait, c'est du sur-mesure quand on parle de contrat avec l'industrie. Et puis, à l'interne, ben, on développe effectivement, comme je l'ai mentionné, avec les fonds gouvernementaux, là, on développe des technologies qu'on offre à l'industrie. 50 de nos revenus, comme je l'ai mentionné, ça provient de contrats clients, 50 de contrats gouvernementaux. Donc, ça n'a pas vraiment changé depuis les 10, 12, 15 dernières années. Puis on réussit à maintenir cette position-là. La position, juste pour peut-être expliquer un peu mieux le rôle de l'INO, oui, on fait le pont entre le secteur académique et le secteur industriel. On s'insère dans la classe d'entreprises dans le monde appelée RTO, là, pour Research and Technology Organizations. Et puis, on fait partie de la chaîne d'innovation qui essaie de permettre la transition la plus rapide possible de la science issue des universités vers l'utilisation industrielle. Donc, il y a un peu de répétition dans tout ce que je dis, mais en gros, concrétiser l'innovation, la rendre industrielle, donc régler les problèmes d'industrialisation, c'est ce que l'INO fait. Puis, ce qu'on vise à faire, c'est avec nos clients, c'est des produits pleinement industrialisés, fiables et économiquement viables. Fait qu'il y a un rôle d'accompagnement aussi qu'on offre aux PME là, qui ont parfois de la difficulté, surtout quand sont au niveau précoce, niveau plus start-up, je dirais. C'est de bien comprendre ce que ça veut dire économiquement viable. Fait que de plus en plus, on travaille aussi
à rendre la vision plus claire là, sur comment aborder les problèmes que ces compagnies-là cherchent à régler. Donc, c'est vraiment le rôle que jouent les RTO à travers le monde. Puis l'INO est un RTO parmi quelques autres qui a un rôle assez important dans la chaîne d'innovation. Là, si je rentre peut-être plus dans la viande qui intéresse l'auditoire, quelles sont nos forces technologiques? J'ai quelques planches là-dessus rapides. C'est très, très haut niveau, mais c'est juste pour donner un aperçu là, des forces technologiques de l'INO. Donc, pour toutes sortes de raisons technologiques, on est capable de développer des systèmes imageants dans la bande de fréquence dite terahertz. C'est sûr que ce n'est pas une bande de fréquence définie de façon très, très absolue, là, mais disons que nous, on opère de 1 THz à 0.1 THz, donc de 300 microns à 3000 microns. On a une capacité de faire de l'imagerie sur toute cette plage-là, évidemment, pas d'un seul coup, là, mais on peut tweaker à la fois l'imageur ou les sources qu'on utilise pour faire de l'imagerie. Donc, à partir de là, les térahertz n'étant pas une forme de radiation largement produite de façon naturelle, c'est tout le temps des systèmes actifs où on a une source puis on a un récepteur. Il faut être capable d'illuminer correctement la scène puis recueillir de l'image ou l'information qu'on recherche. Ce que vous avez ici, c'est l'exemple d'un couteau, en fait, à lame de céramique dans une structure de fibre de carbone. Très, très difficile à détecter, en fait, indétectable au niveau rayon X. Et puis, ben, on développe des systèmes pour complémenter les systèmes de sécurité, entre autres au niveau des aéroports ou ailleurs, pour être capable d'imager ce genre d'objet-là à travers les vêtements, parce que la radiation terahertz n'est pas ionisante, donc elle n'est pas dommageable pour l'individu, mais passe au travers de matériaux comme le cuir, la plupart des tissus, les plastiques, même le bois, la céramique, on est capable d'imager au travers. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on cherche à développer au niveau applicatif en ouvrant cette plage de fréquences-là qui n'était pas disponible aisément jusqu'à tout récemment. Donc, système terahertz, c'est une de nos forces technologiques. Si je continue, au niveau dispositif biophotonique, j'en ai parlé, on est 13485 au niveau ISO, donc on peut développer, on sait comment développer des instruments médicaux. Et puis, ça fait partie de choses qu'on sait faire à l'INO. Ici, c'est un exemple de lampe qu'on a développé là, pour imagerie en milieu hospitalier. J'aurai d'autres exemples là, qui s'en viennent par la suite. Autre force, système de détection sur mesure. Donc, on a la capacité de concevoir toutes sortes de systèmes basés sur nos capteurs optiques qu'on développe. Évidemment, de plus en plus, on l'a toujours fait, mais de plus en plus, il y a une importance sur la valorisation des données, donc rendre les systèmes intelligents au niveau de fournir de la donnée utilisable rapidement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un nuage de points là, qui est issu d'une conduite d'égout. Évidemment, celle-là n'a pas encore été déployée, là, mais ça donne une idée d'une capacité d'imagerie pour faire, dans ce cas-ci, de la détection de défauts, d'ovalisation, de fuite dans les conduites d'égout. Donc, on développe entre autres ce genre de système-là, mais c'est un exemple parmi plusieurs autres de détection sur mesure. Évidemment, une autre de nos forces traditionnelles, c'est les fibres et les lasers, dans ce cas-ci, Ytterbium, mais l'INO essentiellement développe des fibres spécialisées. Donc, on va doper les fibres avec certains ingrédients pour leur leur donner des attributs, des fonctions particulières. Les lasers Ytterbium, vous le savez certainement très bien, c'est une classe de laser qui remplace de plus en plus les autres types de lasers à gaz, les CO2, qu'on retrouvait dans l'industrie. Donc, on développe présentement des fibres optiques spécialisées et des plateformes laser ultraface femtoseconde pour les applications industrielles. On fait aussi des microdispositifs sur mesure. Donc, INO est une fonderie MEMS, mais on s'est spécialisé pour nos propres activités internes pour faire de la fabrication d'imageurs, entre autres terahertz, comme j'ai parlé précédemment, ou infrarouge ou hyperspectraux ou multispectraux dans les plages de longueur d'onde, allant de l'infrarouge moyen à l'infrarouge très lointain, incluant les terahertz. Donc, c'est une autre de nos forces. On offre aussi des services spécialisés là,
en hybridation, assemblage, intégration, mise en boîtier, connexion de puces optiques. Une autre de nos forces, ben, on a un gros groupe en optomécanique et puis on a développé une boîte à outils complète là, de modélisation de systèmes optiques, mais aussi même des montures très, très robustes là, qui résistent à toutes sortes d'environnements, de vibrations thermiques, etc. Puis ça permet de faire du prototypage aussi. On a des technologies qui permettent de faire du prototypage extrêmement rapide là, en ayant des montures qui sont, je dirais, quasiment préalignées de façon parfaite. Là. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais on a ce genre de boîte à outils-là là, pour faire du prototypage rapide ou permettre à nos PME de développer des produits qui sont très robustes dès le départ. Évidemment, on a toute une capacité de prédiction puis de caractérisation de la performance des systèmes optiques qu'on développe. Donc, ça, c'est aussi une de nos forces sur lesquelles on construit beaucoup. Et puis, on a aussi tout un axe là, de collègues qui travaillent sur le traitement d'images quasi temps réel ou en temps réel, en intégrant toutes sortes de technologies d'intelligence artificielle pour complémenter nos capteurs afin de leur permettre non pas juste de détecter quelque chose, mais de reconnaître, d'identifier d'extraire de l'information de flux vidéo. Là. Donc, générer non pas de la donnée, mais de l'information pour les clients à partir des systèmes qu'on développe. Et puis, récemment aussi, c'est toute une chaîne qui est maintenant intégrée. En fait, je dis maintenant, c'est en cours d'être complètement intégré, là, mais on développe des outils qui permettent d'aller de l'intégration et de la capture des données jusqu'à les transporter dans des voûtes nuagiques qui contiennent aussi des conteneurs d'application pour faire du traitement en temps quasi réel ou différé là, des données. Et puis, ce pipeline ou cette chaîne de traitement de données-là, elle est personnalisable en fonction des besoins. Puis, on peut même transférer ça à des entreprises qui aimeraient rapidement avoir accès à des technologies cloud à partir des capteurs dont elles ont besoin. Fait que ça fait vraiment le tour, je dirais, de nos forces. Rapidement, voici quelques métriques là, à retenir peut-être pour ceux que ça intéresse. En 30 ans, on a essaimé 35 compagnies. On a fait 77 transferts de technologie. Mon nombre de brevets ici n'est pas actuel, là, mais on doit être plus aux alentours d'un 350, 360, là, mais c'est pas plus grave que ça. Quelques-unes de nos compagnies SME, là, vous allez reconnaître peut-être Teraction, Coractive, Resecure, on va y arriver dans une seconde. Et puis, nos principales unités d'affaires, on travaille évidemment, vous aurez compris, dans les dispositifs biomédicaux. On fait dans le manufacturier avancé, donc aider les fabricants de toutes sortes d'objets. Et puis, on a une division aussi ressources durables, agriculture, infrastructure et défense, sécurité et aérospatiale. Donc, via ces 4 unités d'affaires-là, on focalise l'ensemble de nos contacts industriels puis de nos développements. C'est ces industries-là qui viennent teinter fortement nos roadmaps de développement technologique là, pour s'assurer que ce qu'on développe est pertinent pour l'industrie. Je pense qu'il me reste juste peut-être encore quelques minutes. Simon, il me reste combien de temps, juste pour être sûr? Peut-être 1 ou 2 minutes, puis on aura 5 On à va 10 avoir minutes la de période de questions. questions. Ouais. Oui, OK. Donc, je vais y aller rapidement, mais ça ici, c'est un système d'imagerie terahertz pour voir au travers des colis sans avoir à ouvrir le colis. Donc, ça passe au travers des matériaux. Ici, c'est une enveloppe, mais le carton, j'en ai parlé, et autres matériaux. Là. Le système a gagné un prix. La compagnie, en fait, RaySecure, a gagné un prix du SPIE cette année comme un Prism Award là, pour la meilleure innovation en sécurité et sûreté. Oups, attendez une seconde. Un système de tri, ça c'est un développement un peu plus vieux, mais avec la compagnie Machinex, des caméras multispectrales ou même à la base, c'était des caméras hyperspectrales là, qui permettaient de faire le tri de matière plastique. C'est toujours quelque chose qui est utilisé. On a continué les développements occasionnellement là, pour améliorer les choses avec notre partenaire. Donc ça fait partie de
de réalisations intéressantes au niveau de l'industrie de matières plastiques. Vous avez peut-être entendu parler aussi de systèmes de navigation intelligente pour l'arthroplastie de la hanche. Donc, quand on se fait poser une prothèse de la hanche, il peut y avoir un enjeu avec la longueur de la jambe opérée ou ce qu'on appelle le clocking par rapport à l'alignement angulaire des deux pieds, là. Donc, ce système-là qui a été développé pour ces trois médecins-là qui étaient visionnaires, est maintenant commercialisé. Et puis, ils ont gagné, c'est pas nécessairement un prix, mais une reconnaissance ici comme étant une des compagnies la compagnie numéro 1 pour leur croissance dans le Fast 50 de Deloitte. Mais on est rendu, en fait, ils sont rendus à plus de 20 000 opérations de la hanche avec ce système-là. Pour nous, c'est un beau succès. Peut-être rapidement un dernier. On a développé avec le Conseil national de recherche, avec la compagnie Logiag, avec des fournisseurs de services aussi au niveau électronique, un système de spectroscopie plasma, laser plasma, donc le LIBS en anglais, là, Laser Induced Breakdown Spectroscopy, pour faire de l'analyse de sol, pour rapidement, l'appareil mesure rapidement 13 paramètres dans le sol, et puis ça permet de déterminer le contenu ou le besoin en fertilisants ou en autres matériaux utiles aux plantes pour croître. Et puis l'appareil maintenant est aussi commercialisé pour mesurer le CO2 capturé dans le sol par les activités agricoles. Et puis, cette année, en janvier, la compagnie a gagné le prix de la meilleure technologie dans la catégorie Quantify, donc des solutions de quantification dans cette industrie-là. C'est quand même souvent difficile à faire. Et puis, ils ont gagné le prix Quantify de Indigo Carbon. Donc, rapidement, tout ça, c'est grâce à une équipe là, très compétente. On a évidemment beaucoup d'activités au niveau social aussi. Au niveau de développement durable, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On est membre du développement durable du Parc technologique de Québec. Et puis, il y a plusieurs postes affichés. Je ne rentre pas dans les détails, évidemment, des postes, mais pour ceux que ça intéresse, allez voir Inno Carrière. Et puis, au besoin, appelez-moi pour en discuter. À partir de là, j'aurais terminé ma présentation. Simon, je suis Excellent. ouvert aux questions. Excellent, merci. Donc, je vous rappelle que nous avons un Q&A là, pour les gens qui peuvent poser des questions. Je vous invite à le faire tout le long de la présentation là, si vous avez des questions qui viennent en tête. Actuellement, je n'ai pas de questions, mais peut-être en fait, j'en aurais une. Peut-être revenir un peu, André, sur ce que tu disais au début, là, c'est que vous avez fait un changement peut-être de direction là, qui est peut-être moins bien connu de la part de tout le monde. Peut-être tu peux peut-être nous rappeler un peu là. Oui, en fait, c'est vraiment le focus est essentiellement le même, donc rendre les compagnies plus productives, plus compétitives, mais c'est sur le point de vue de l'innovation, parce que l'innovation, c'est pas nécessairement d'avoir le laser le plus puissant, puis de trouver une application pour ce laser-là très niché, puis de dire, ben voilà, c'est grâce au laser puissant que cette application-là est maintenant possible. Ça c'est de faire de l'innovation, mais très axée technologie. La petite différence, puis ça reste de l'innovation, ça reste de la technologie quand même, là, mais c'est de voir quelle est la meilleure technologie pour répondre à des besoins industriels. Donc, à partir de là, la démarche, elle est beaucoup plus rencontrer l'industrie, comprendre les besoins industriels, puis de voir comment on peut solutionner ces besoins, ce problème-là. Et puis, ce n'est pas nécessairement en ayant le laser plus puissant, ça peut être tout simplement en ayant un laser bien adapté pour ce problème-là. Donc, je te dirais, on vise toujours la même chose, mais c'est simplement que l'approche, elle est plus vraiment, on écoute les clients, on essaie de bien comprendre la problématique, puis on essaie de la traduire au mieux dans les requis technologiques pour apporter la solution la plus adaptée. Donc, c'est un changement subtil, mais très important pour l'INO. Et puis, j'espère pour l'industrie, c'est de maximiser l'impact chez nos clients à partir de l'innovation qu'on apporte, qui est basée sur non pas la fine pointe nécessairement de la technologie, mais sur la technologie la plus adaptée pour le besoin. Puis ça, on est capable d'adapter les technologies existantes ou en développer
pour rencontrer cet objectif-là. Donc, c'est vraiment la subtilité, mais qui fait une bonne différence au niveau perception là, de comment on veut aider l'industrie. Et justement, s'il y a quelqu'un, des gens dans l'audience ou une industrie là, qui veut vous contacter, c'est quoi les meilleurs véhicules là, pour vous contacter? C'est de contacter toi ou comment la structure est faite là, pour. Si on va sur le site web qui va être nouveau bientôt, là, on relâche un nouveau site web dans quelques semaines, mois. Mais en fait, sur le site web, par industrie, il y a des hyperliens là, pour contacter nos développeurs d'affaires responsables. Là. Donc, ça, c'est une façon. Il y a aussi info, il y a un info général, un hyperlien pour de l'info générale aussi qui peut être utilisé. Ça rentre directement du côté du groupe développement des affaires. Puis, dépendant des mots-clés ou du court texte là, qui sera mentionné, ça va être redirigé à l'interne. Et puis, moi, je suis le vice-président innovation et technologie. Donc, si on veut discuter à un niveau plutôt technologique, plutôt, je dirais, rencontrer non pas un problème immédiat, mais peut-être discuter de choses plus long terme, je suis aussi un bon point de contact. Puis, en cas de doute, vous pouvez me contacter, puis je redirigerai les gens à la bonne place. Mais le site web, je pense que c'est un bon point de départ. Merci. Sébastien, tu as levé ta main. Profiter de profiter de ma tribune là, pour me poser une question à André, peut-être d'intérêt pour l'audience, mais j'imagine pour l'innovation, ça implique de commercialiser les technologies pour qu'ils soient utilisés dans les industries. Je sais que les industries peuvent vous contacter pour des problématiques, mais il y a aussi des technologies qui demanderaient des entrepreneurs, j'imagine. Est-ce que vous avez une stratégie pour mousser, développer cette communauté-là ou c'est une excellente question, Sébastien. Merci. Oui, en fait, il n'est certainement pas découragé à l'interne pour nos gens là, de se lancer en affaires avec des technologies issues de l'INO. Là. Ça s'est vu dans le passé, puis c'est toujours possible. Donc, c'est pas nécessairement encouragé, mais c'est certainement pas découragé. Puis, quand ça peut se faire, on va le faire. Donc, ça, c'est une façon. Je dirais que l'autre façon, c'est s'il y a des entrepreneurs qui viennent cogner à notre porte pour savoir quel genre de technologie on possède ou quelles sont nos idées au niveau développement d'affaires pour rencontrer leurs propres idées, là, on peut effectivement engager la conversation. On a aussi lancé un incubateur qui s'appelle Quantino pour héberger des compagnies émergentes puis les accompagner dans le développement de leurs produits. Notre incubateur, la différence par rapport à d'autres, c'est qu'on offre de l'espace de laboratoire et de l'équipement. Donc, puis quand je dis espace de laboratoire, ça va du local pour faire ce que j'appellerais du travail sale, là. Donc faire de la découpe de métaux, faire de la peinture, nettoyer quelque chose. Après ça, on peut aller dans un labo un peu plus propre pour faire de l'assemblage électronique. Ou d'autres types d'assemblage, un peu de chimie. Et puis après ça, on a des laboratoires optiques là, pour faire de l'assemblage, je dirais, propre. Donc, tout ça, c'est offert à nos incubés qui doivent être par défaut des gens qui ont des besoins au niveau que leur produit est axé hardware. Plutôt que logiciel uniquement. Donc, à partir de là, on offre cet accompagnement-là aussi. Puis, évidemment, on fait des transferts de technologie là, et donc, une compagnie qui vient nous voir pour un transfert de technologie, c'est aussi des choses qu'on va vouloir discuter. Merci, André. Tu peux arrêter le partage de ton écran. Oh bien. Oui, désolé, j'aurais dû faire ça. Oui, moi aussi, j'ai oublié de te le demander là, parce que les gens ils voient juste ton écran, ils vont pas, là, ils vont te voir. Écoute, le temps file, mais peut-être, premièrement, il y a Pierre Lavigne qui félicite là, les progrès accomplis depuis 1995. Donc, puis, il y a aussi quelqu'un qui pose la question, travaillez-vous à intégrer la biologie avec l'électronique? Donc, une question de Pierre Normandin. Il faudrait peut-être préciser la question, mais dans les travaux qu'on a fait avec le biologique, on a développé en partenariat avec le CRIC du savoir-faire puis de l'expertise sur le type d'éclairage qu'on peut offrir à un organisme comme une plante ou des micro-algues pour les faire croître plus rapidement, plus efficacement, mieux gérer la quantité de lumière qui est disponible. Donc, en contrôlant à la fois le spectre, l'intensité puis la modulation, je dirais, de cette intensité-là, on a fait des travaux où on a démontré qu'on pouvait faire croître des microalgues pratiquement 10 fois plus rapidement que si on les laisse exposées à la lumière solaire uniquement, pour lequel, disons qu'il y a une sous-utilisation des photons disponibles. Là. Et puis,
c'était des travaux qui visaient à faire de la captation de CO2 par microalgues qui, elles, devaient être bien choisies pour produire des produits à haute valeur ajoutée, là, de type oméga 3 ou d'autres types d'huiles essentielles. Donc, c'est le genre de travaux qu'on a fait. Présentement, on regarde avec des chercheurs de l'Université Laval là, pour faire de l'éclairage en serre pour contrôler certaines activités venant de prédateurs de type insectes en serre, comment on peut les contrôler en travaillant avec la lumière. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait. Okay, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est les travaux les plus récents qu'on a faits. J'inviterai la personne à ce moment-là peut-être à te contacter là, puis à regarder là, au niveau de la précision de sa question. Donc, comme le temps file, j'aimerais ça te remercier, André de Lino, là, pour la présentation. Il y a une question qui demande là, comment revoir les présentations. Je ne sais pas si au niveau d'Optonic, c'est prévu de mettre les présentations disponibles. Là. Donc, peut-être que la réponse peut venir des gens d'Optonic là-dessus. Donc, si on m'en fait la demande, je l'enverrai à Optonic, il n'y a pas de problème. Oui, parce que je sais que c'est enregistré, c'est pour ça. Là. Donc, effectivement, merci André. Donc, on passerait la parole maintenant à Sébastien Blais-Ouellette, qui est président de Photon, etc., qui va nous présenter, qui va nous faire une présentation suivie d'une période de questions. À toi, Sébastien. Oui, d'accord. Il faut que je partage la bonne fenêtre, j'imagine. Attendez. C'est ici, j'imagine. Oui, ça marche, vous voyez? Oui, c'est bon. Oui. OK. Là, j'essaie de regarder mon écran. Vous regardez les. Pas, comme André, c'est pas sur le même écran, la caméra puis ma présentation. Mais c'est toujours le fun de passer après Lino parce qu'on a l'air de ne pas faire grand-chose, d'être super concentré sur quelques technologies. Lino a un reach tellement grand. Vous allez être dans le fond, les cobayes de ma nouvelle présentation. Là. Et désolé, la présentation est en anglais. Là. Les diapos sont en anglais, mais ça sera corrigé bientôt. Photon, je suis Sébastien Blais-Ouellette, je suis le président, le fondateur de Photon, etc. Photon, etc., c'est une entreprise manufacturier, un développeur manufacturier de solutions d'analyse basées sur l'imagerie spectrale principalement et l'analyse en infrarouge, donc du infrarouge proche, shortwave. Photon est là depuis 2003. Est-ce que vous voyez mon écran bouger? Tout va bien? Je sais être sûr. OK, parfait. Fondé en 2003, c'est un spin-off de Caltech, en fait, à sa côte ouest américaine, où j'étais en astro, développer une technologie d'imagerie spectrale, un nouveau filtre optique, dans le fond, pour capable d'imagerie. Puis à l'origine, c'était pour regarder les galaxies, regarder les étoiles. Et en fait, c'était beaucoup plus adapté à des applications terrestres, mais ça a été développé dans ce contexte-là. Fondé à Montréal, on était dans les locaux de l'Université de Montréal un bout, ensuite à l'incubateur du GIA Bombardier jusqu'en 2008, puis on s'est installé près du métro Rosemont depuis ce temps-là, au cœur de la ville, ce qui permet d'avoir une attraction de la fois des gens qui veulent vivre au cœur de la ville, qui sont un peu plus en banlieue et tout. Et c'est une équipe qui est très, très multidisciplinaire, qui est à travers évidemment toutes les équipes de différentes ingénieries, pas mal de physiciens aussi, des gens d'optique. Mais maintenant, on est rendu, avec la pandémie, on est passé je pense, de 28 à 55 cet été. C'est la folie. Mais on a toujours des besoins encore grandissants de gens à l'interne. On a des postes qui s'ouvrent régulièrement. Puis, nous, on a une philosophie des hiérarchies très aplaties où les gens sont très impliqués, très imputables. Je dirais, on a une vie très intéressante, mais aussi une coopérative des travailleurs actionnaires qui permet aux employés d'être actionnaires de Photon, etc. aussi. C'est dans notre philosophie que ça soit une entreprise gérée par et pour les employés, par les employés, pour les clients aussi, mais très, très... on essaie de garder l'esprit familial qu'on a eu depuis le début, malgré la croissance. On va tout de suite attaquer qu'est-ce qu'on fait exactement? Je vais passer par la base de Photon, etc. Photon, on a été rapidement happé par la science physique, parce que l'astronomie n'était pas un bon match, en fait, pour notre technologie, paradoxalement, et on a été happé par la science des matériaux. On a développé des systèmes pour étudier
les nanomatériaux, beaucoup les matériaux 2D. Et on s'est développé à travers des fabrications sur mesure pour des clients, un portfolio de produits d'analyse qui va de système intégré, en fait, qui va de composantes à système intégré. On a commencé par développer évidemment le filtre, puis ensuite on a développé d'autres composantes tout autour. Les composantes maintenant, ils font beaucoup l'objet d'ententes avec des manufacturiers qui en achètent. On les vend à les scientifiques, évidemment, beaucoup. Puis, ça va de nos caméras infrarouges. Donc, on a une gamme assez particulière de caméras infrarouges. Je ne suis pas ici pour faire un pitch de vente, je suis ici pour parler de techno. Mais les caméras infrarouges qu'on a sont basées à la fois, on en a sur indium gallium arsenure de indium gallium, il faudra que je le dise en français plus souvent, ou en MCT là, pour donc aller plus loin dans l'infrarouge. Ce qui est caractéristique, ce qui nous caractérise, c'est notre capacité à faire de l'encapsulation cryogénique. Donc, on a des labos, des salles blanches et tout, puis on s'est vraiment concentré sur développer des procédures pour être capable de refroidir ces caméras-là à des températures cryogéniques. Et donc, c'est devenu un peu notre marque de commerce. Puis, on intègre des capteurs. Évidemment, on ne fabrique pas nous-mêmes les capteurs eux-mêmes, puis on les intègre là, avec l'électronique on fait le développement électronique et tout. Donc, on a une équipe multidisciplinaire qui fait le système et ensuite, c'est fabriqué dans nos installations. Et comme on est des manufacturiers, on a vraiment maintenant tout un système qui nous permet de faire des volumes de plus en plus élevés. Vous connaissez Photon pour le développement, puis maintenant, vous allez peut-être voir la perspective plus manufacturière qui se dessine derrière. Notre croissance au niveau du personnel a été beaucoup à ce niveau-là. Mais évidemment, nos filtres sont aussi à la base de nos produits. Les filtres qui sont à la base des filtres basés sur des hologrammes de volume, des braques de volume. Je pourrais rentrer dans la technologie à votre guise si vous voulez. On va laisser ça en suspens pour le moment. On s'est développé dernièrement une belle gamme de spectromètres pour faire de l'imagerie hyperspectrale. On était bon en imagerie hyperspectrale grâce à nos filtres accordables. Puis là, maintenant, évidemment, il y a des applications qui sont beaucoup plus adaptées. En fait, on a développé une technologie adaptée à des applications industrielles avec nos spectromètres, donc pour les mêmes gammes que nos caméras infrarouges. Donc, on a des spectromètres pour le shortwave infrared, donc l'infrarouge proche, ça dépend des domaines. Et évidemment, les lentilles qui vont avec, designées par une équipe extraordinaire à l'Université Laval, là, que le nom m'échappe. Thibault, Et donc, ça nous fait une belle gamme de produits OEM, mais vous voyez ici à gauche, dans le fond, ce n'est pas une composante, c'est ce qu'on appelle nos solutions pour les labos. Puis là, dans la solution pour les labos, on a deux gammes. La microscopie hyperspectrale, ce qui est vraiment notre cœur fondateur. Imagerie hyperspectrale, ça veut dire beaucoup de photoluminescence, d'analyse en photoluminescence, d'analyse Raman, puis on analyse en champ sombre maintenant, là, grâce à la combinaison de notre filtre, notre source accordable et de la microscopie. Et ça permet de faire beaucoup d'analyses de matériaux 2D, de l'analyse de nanomatériaux à l'intérieur de différents objets, de cellules dans l'environnement, beaucoup au niveau du photovoltaïque. Vous avez peut-être vu dernièrement des nouvelles au niveau de la perovskite qui devient un matériau photovoltaïque de plus en plus prisé, on voit le futur de cette matériau photovoltaïque imprimable, là, qui pourrait être très, très efficace et quand même à des coûts abordables. Je dirais que la communauté de développement de photovoltaïque a adopté très tôt nos outils, puis il y a des bonnes chances que les perovskites qui vont se retrouver sur nos maisons, nos murs, nos chandails, peu importe ce qui va recharger nos cellulaires, auront été un peu développés grâce à la technologie de photon, etc. Pour la microscopie, vous voyez un peu ça, mais évidemment, après que les gens ont fait le développement des matériaux, ils font des structures, ils font des appareils, des dispositifs, et là, ils ont besoin de trucs à plus grand champ. Puis, on a des systèmes d'imagerie hyperspectrale basés sur nos filtres encore, donc fixe, ça regarde un champ complet. Et qui, nous, en fait, notre technologie permet de balayer les longueurs d'onde. Donc, c'est très pratique au niveau de la qualité d'image
au niveau de la stabilité, puis au niveau du laboratoire. On n'a pas besoin de faire bouger des systèmes en laboratoire pour faire de l'imagerie spectrale. Tout est dans un appareil qui est fixe. Et donc, ça, pour les gens qui développent des cellules solaires, des nouveaux matériaux 2D, très pratique quand on veut passer à une échelle de fabrication plus grande. Et qu'on a développé beaucoup de systèmes à ce niveau-là. Je regarde le temps qui file, parce que je n'ai jamais fait la présentation au complet, juste pour passer mes 20 minutes. Évidemment, dans le fond, ces développements-là, on travaille beaucoup avec la communauté de recherche. Vous imaginez, on est fabricants de systèmes de laboratoire et ils ont des idées grandioses sur des applications différentes et quelquefois, dans d'autres domaines que la science des matériaux. Ceux qui développent des nanotechnologies le font rarement pour d'autres nanotechnologistes, le font pour d'autres communautés, beaucoup en sciences de la vie. Et on a eu depuis 8 ans, en fait, tous des développements, des adaptations de nos systèmes, puis des développements en sciences de la vie. Pourquoi? Parce que dans des domaines, on avait déjà développé des caméras infrarouges pour aller avec nos systèmes hyperspectraux. Et l'infrarouge, c'est extrêmement puissant en sciences de la vie, mais très peu utilisé à ce jour parce que les équipements n'étaient pas disponibles pour les biologistes. L'infrarouge, pour l'infrarouge, en fait, les tissus sont extrêmement transparents. La diffraction devient très faible à des longueurs d'onde plus grandes. Et on a des fenêtres ici, donc d'infrarouge. Proche infrarouge, au niveau des biologistes, c'est la première fenêtre, c'est transparent, puis ça, c'est accessible par des CCD parce que c'est en bas d'un micron. Puis en haut d'un micron, on a une belle plage où l'eau n'absorbe pas encore trop. Puis où la diffusion est encore plus basse. Fait que l'image qui, normalement, dans le visible ou même dans l'infrarouge, la première fenêtre, va être quand même diffuse. L'image dans la deuxième fenêtre infrarouge devient extrêmement claire. Extrêmement. Ce n'est pas des rayons X, là, quand même de la diffusion, mais à l'intérieur de quelques centimètres, c'est fantastique. Nos images, on peut voir à l'intérieur des souris. J'ai un petit film, mais là, je n'aurai peut-être pas le temps de le passer. On l'essaye. Je vais juste vous donner, je vais vous couper le son parce que je ne veux pas que vous l'entendiez, mais je vais vous passer. OK. My God, OK, c'est à la fin du vidéo. Bon, je vais juste vous passer ça rapidement. Montrer ce qu'on peut faire avec ça. Vous voyez le vidéo, il roule? Oui, OK. Pour les petits animaux, comme ça, utilisés dans la recherche, beaucoup sur le cancer, on veut regarder l'effet de médicaments sur la taille des tumeurs. On veut regarder comment se distribue un médicament. On peut utiliser des IRM, PET scan, des choses qui voient, ou des rayons X, mais on n'est pas capable de voir les tissus vraiment. Et là, comme il y a très peu d'autofluorescence dans l'infrarouge, tout est très, très sombre, tout est très contrasté. Puis on peut voir, évidemment, toute l'accumulation de médicaments ou de fluorophores dans les différents organes. Mais on parle d'un système optique, là. On parle d'une caméra. Okay? Donc, c'est extrêmement puissant pour regarder, dans le fond, la distribution et puis l'effet des différentes molécules. J'ai fait l'édition un petit peu barbare de mon vidéo complet. Je suis désolé, ça saute. On va travailler là-dessus. Mais ça montre pourquoi on utilise l'infrarouge. Puis on est les pionniers. Dans le fond, on était les premiers à offrir des systèmes infrarouges pour la communauté des sciences de la vie. Et puis maintenant, on a quand même, évidemment, des nouveaux produits, mais on ne peut pas s'empêcher. Les chercheurs avec qui on travaille, ils ont des idées de grandeur parce que là, ils voient qu'ils peuvent avoir accès à l'intérieur des tissus. Et là, ils se disent, okay, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et évidemment, on a des projets actuellement, on est en train de prototyper des nouveaux systèmes. On a des nouveaux produits là, qui sont en train de sortir pour permettre à la communauté d'aller plus vite. Donc, dans leur recherche, puis être plus efficace, Plate Reader, puis une sonde, très simple sonde pour aller voir un point in vivo dans les petits animaux. Mais on a des projets pour appliquer ça à l'imagerie intraopératoire, évidemment, pour voir à l'intérieur des tissus, des premières couches de tissus quand on fait une opération, mais aussi des trucs qu'on fait beaucoup en collaboration avec l'Agence spatiale actuellement, puis donc pour aller monitorer in vivo vos métabolites sanguins. Donc, projet long terme, ceux qui connaissent la structure de photons vont voir, puis à la fin, je vais l'expliquer que ça peut mener à des nouvelles business, parce qu'un peu comme Lino, mais en tout petit, on fait aussi des SMH de compagnie, puis des joint ventures avec d'autres partenaires.
cette vision-là d'appliquer nos technologies à des domaines un peu différents, puis de pousser et d'écouter en fait le marché nous permet d'être maintenant à la fois dans les labos physiques puis les labos de sciences de la vie. On pensait pas, on pensait être on était déjà des partenaires pour des gens qui étaient en tri de déchets ou on était des fournisseurs de caméras, des fournisseurs de spectromètres, on était des fournisseurs. On avait déjà eu une aventure dans le domaine minier, puis là, il y a quelqu'un qui est revenu en nous disant on veut vraiment, vraiment un système d'analyse minière, hyperspectrale. Et ça a relancé toute la filière industrielle dans le fond, il y a déjà quelques années maintenant. Puis, vous présenter un peu ce qui est un peu la renaissance de notre côté industriel au-delà de nos composants. Et j'ai encore une vidéo ici. Beaucoup basée sur l'imagerie spectrale, mais maintenant dispersive, de façon un peu plus classique. Puis on a fait ce qu'on appelle le NCORE maintenant, qui est un système d'analyse de carottes de forage, mais un monstre un peu. Vous allez voir, parce qu'il y a du shortwave, donc InGaAs, ceux qui connaissent ça, du shortwave jusqu'à 2.9, du midwave et du longwave. Évidemment, on n'a pas fabriqué les caméras midwave, longwave, on a travaillé avec nos partenaires Telops là-dessus, mais on a fabriqué les spectromètres qui vont avec ça. Puis, évidemment, tout le système qui va avec. Et même, il y a même un profileur laser là-dedans pour les carottes de forage. Tout ça, c'est dans une plateforme qui peut être agrandie, extensible pour appliquer d'autres modalités optiques ou autres pour analyser les carottes de forage. Mais les carottes de forage, ce n'est pas tout. On a une vision un peu plus large de ça. Évidemment, on travaille beaucoup pour actuellement valoriser, donner une pérennité à notre filière minière ou d'analyse. Mais on a aussi des idées d'aller un peu plus large. En fait, de créer plus d'occasions avec ça. Puis de passer de notre hyperspectral à des solutions. Puis là, Lino, vous êtes sûrement le même enjeu quand vous parlez à des industriels, c'est qu'ils veulent une solution déjà faite. Mais ils ont des besoins que jamais personne n'osera affronter sans que quelqu'un y mette de l'argent sur la table. Fait que la technologie industrielle est toujours très, très en retard par rapport aux possibilités parce qu'on va voir un industriel, on regarde ses problèmes, et on dit, ben oui, je peux te faire une solution. Hein, on est capable. Puis il a dit, ben, OK, mais montre-moi là, puis je vais te l'acheter si ça marche. Mais entre les deux, il y a $1 million. Tu sais? Fait qu'on est toujours confronté à ça. Puis une plateforme comme celle qu'on a développée permettra d'analyser, d'extraire les bons algorithmes aux bonnes longueurs d'onde. Étant donné qu'on couvre là, de 400 nanomètres à 14 microns, on a ça fait une palette là, de possibilités d'aller chercher les bonnes features. Évidemment, on a l'imagerie, fait qu'on peut regarder la forme des objets. Tout ça, c'est trop d'informations pour l'humain, puis même les meilleurs analystes. Donc, évidemment, on va prendre d'autres choses que des humains pour extraire. On peut prendre d'autres choses que des humains pour extraire les bons algorithmes et en faire des solutions optimisées et qu'on peut ensuite développer, on peut démontrer facilement en industriel et optimiser pour différentes industries ou différents clients ou différentes industries. Ça donne une vision un peu de l'étendue des possibilités de technologies de base comme on développe chez Photon, puis de notre stratégie d'application parce qu'on a évidemment des technologies, on a des beaux marchés, on développe des marchés, on est des manufacturiers, on peut développer ça, mais les possibilités sont beaucoup plus grandes, beaucoup trop grandes pour que Photon les exploite toutes. Alors, on a dans le passé beaucoup investi ou ouvert la voie à l'entrepreneuriat, soit à l'interne, soit à l'externe, et de créer vraiment un beau réseau, une belle communauté, je cherchais, de partenaires, que ce soit des partenaires plus OEM, où est-ce qu'on a développé des solutions pour eux, mais qui sont maintenant des partenaires, dans le fond, qui achètent des solutions, mais en série, que des spin-offs, des entreprises comme NewView, que vous connaissez bien, qui est le meilleur exemple d'entrepreneuriat, donc avec Maria et Olivier qui étaient chez Photon, mais qui sont maintenant depuis longtemps complètement autonome et séparé de Photon. Sébastien, pour te laisser le temps de questions, peut-être conclure en
Bien, c'est sûr. 2 minutes, quelque chose comme ça. Oui, j'imagine. C'était ma dernière slide. C'est ce que je pensais. Et un autre qui était vraiment un développement interne qu'on a externalisé. On est allé chercher une équipe de développement qui est Optina Diagnostic, qui fait maintenant, qui utilise notre technologie hyperspectrale pour l'œil, on avait développé, mais qui ont été développé toute une technologie de diagnostic précoce de l'Alzheimer, en fait, de voir les signes précurseurs de l'Alzheimer à travers la rétine. Et ils ont actuellement des financements très, très conséquents. Ils sont probablement les leaders mondiaux. Il y a d'autres entreprises qui font un peu les mêmes choses au Canada puis un peu dans le monde, mais ils ont une grosse longueur d'avance, encore une fois, grâce à l'apprentissage machine puis à l'hyperspectral combiné, capable de voir les signes précurseurs de l'Alzheimer et maintenant, ils s'attaquent à plusieurs autres maladies. Et on a quelques autres entreprises en discussion potentielle. Et tout ça pour ouvrir la voie au partenariat potentiel. On aime les partenariats, ça développe énormément de valeur, combiner les technologies qu'on a avec des expertises dans les marchés différents. Donc, ça fait le tour de Photon. J'espère que ça a été clair. Merci je suis rentré dans le temps en plus, je suis assez content. Ouais. Excellent, merci Sébastien. Donc, peut-être si tu veux arrêter de partager, merci. Donc, j'invite les gens à poser des questions dans le Q&A si vous voulez, si vous désirez. Peut-être que moi, vu qu'il n'y a pas d'avoir de questions tout de suite, je vais en profiter pour en poser une. J'en aurais une aussi, au besoin. Vas-y, André, en premier, si tu veux. Oui, écoute, fantastique. J'ai vraiment apprécié ta présentation, Sébastien. Puis il y a des choses qui m'ont été révélées aujourd'hui. Juste comme ça m'est venu, je ne sais pas, tu as mentionné des applications cryogéniques. Là. Peux-tu en dire un peu plus là-dessus? Puis peut-être une question champ gauche, l'émergence des technologies photoniques quantiques. Il y a beaucoup de choses qui se passent justement aux températures cryogéniques. Est-ce que vous voyez des applications émerger ou de l'assistance que Photon, etc., peut offrir aux gens qui développent le futur ordinateur quantique? Je ne sais pas, là, je vais peut-être un peu trop loin, là, mais parle-moi un peu des applications cryo que vous avez. En fait, en cryogénie, quand j'exprime ça, c'est beaucoup au niveau du packaging de caméras. Donc, on a, quand on parle de capacité cryogénique, c'est vraiment des capacités de faire des capsules à température qui permettent à l'infrarouge d'être peu bruité, comme tu sais. Et c'est même pas une science, là, c'est vaudou, c'est un art, et puis ça fait des années qu'on s'est cassé les dents. Et donc maintenant, on est vraiment développé une belle niche, une belle expertise, et ça nous permet de développer des caméras de plus en plus froides et d'étendre notre gamme, mais aussi de travailler avec des partenaires pour faire leur encapsulation. C'est encore secret, là, mais on est rendu pas pire. Fait qu'on offre ça. Pour répondre à ta question sur la quantique, ce n'est pas un domaine où on a beaucoup insisté. Nos sources accordables sont demandées souvent pour faire de la recherche à ce niveau-là. On a des clients assez intéressants, surprenants, qui sont très connus, mais pas connus pour être des gens de hardware, qui sont très intéressés par nos sources pour ça. Mais évidemment, on a des demandes plus du côté des sources à photons uniques, photons triqués éventuellement, et on n'a pas encore osé ce côté-là. On s'est limité là, pour le moment. Donc, mais évidemment, c'est en ligne avec nos sources accordables. Merci. Oui, donc, moi, en fait, Oups, attendez un instant, je veux juste être certain que je ne rate pas des questions. Donc, il y a Tigran Galcian de l'Université Laval qui pose une question. Est-ce que vous fabriquez les caméras infrarouges vous-même ou les achetez? On les fabrique. C'est ça. Nous, on achète le capteur, donc vraiment la puce brute. Ensuite, on a tout ce qu'il faut pour le wire bonding, ensuite l'encapsulation, le refroidissement. Le refroidissement et l'encapsulation, et salle blanche et tout ça. On fait toute l'électronique, c'est fait chez nous aussi, designé. Évidemment, on outsource la fabrication des composantes électroniques, là, on ne les fait pas nous-mêmes. Mais les caméras sont développées et fabriquées chez Photon. Merci. Question, Julien Gagnon, pouvez-vous nous parler un peu de vos Bragg volumes, tes réseaux de volume? Oui.
Je pense que je ne l'ai pas intégré encore, la petite icône, mon petit laïus Bragg. Mais en fait, nous, on est, puis contrairement à ce qu'on pense, que beaucoup de gens viennent nous voir pour des bragues, nous, on achète nos bragues, on les design, mais les bragues, ce sont c'est une pièce de verre, tout simplement, dans laquelle est inscrit une modulation sinusoïdale d'indice de réfraction, mais dans le volume. Donc, on est habitué avec les réseaux de dispersion, est-ce que c'est inscrit en surface, soit des lignes, soit des sinus, mais quand c'est inscrit dans le volume, ça limite la bande d'efficacité de ton réseau de dispersion. Et ce qui est vraiment un défaut pour la spectroscopie, mais qui peut être utilisé comme filtre bande passante. C'est comme ça qu'on l'utilise parce qu'on a un système qui permet de corriger la dispersion chromatique qui est induite par un réseau de dispersion et de réobtenir une belle image claire, mais en gardant l'aspect limitation de la bande. Donc, on se retrouve avec un filtre c'est mécaniquement, on le bouge mécaniquement pour changer la longueur d'onde, mais qui nous permet d'avoir une bande très étroite et surtout une réjection hors bande vraiment unique parce qu'un filtre en couche mince ou des autres filtres, ça laisse passer une longueur d'onde, puis ça bloque les autres. Donc, toute inefficacité du filtre, même si c'est 1,5 %, elle se retrouve dans le faisceau que tu veux, dans ton faisceau principal. Tandis que quand tu as un brag, ça va te réfléchir ou diffracter la longueur d'onde que tu veux, puis le reste passe tout droit. Et que l'efficacité se retrouve, c'est ta bande passante. Ça va limiter ta bande passante, ça va être à 95 %, 90 %, mais le reste passe tout droit. Il n'y a pas de pollution externe. On se retrouve avec des 10-6 puis plus là, de réjection hors bande, là, puis on en a du 10-8, je pense aussi. Puis c'est pour ça que nos filtres accordables qui sont couplés à des lasers supercontinuums sont si appréciés parce que tu te retrouves avec un faisceau très, très peu. Mais en imagerie aussi, c'est vrai. Donc, très peu de pollution hors bande. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Je suis allé large. Là. Oui, ben, c'est bien, merci. Avez-vous les caméras gaitées? Demande Gilles Roy. On a des caméras triguées, mais on n'a pas de gating extrêmement rapide si on veut faire de l'ultrafast ou une spectroscopie, des choses comme ça. Ce sont des chips, des chips semi-conducteurs. Il n'y a rien devant là, qui permet de faire un gating ultrafast. J'imagine que c'était ça la question. Oui, merci. Donc, une question, Laurie Talbot, qui développe des caméras perspectivales dans le Midwave IR, donc j'imagine dans le 3-5 microns. On a maintenant un spectromètre qui couvre cette région-là. Donc, on peut, avec des partenaires, évidemment, on ne fabrique pas les caméras, le capteur lui-même, les caméras, mais on connaît des gens qui en font. Il ne faut pas le nommer. Il ne faut pas le nommer, oui, c'est ça, mais je l'ai nommé tantôt, là, Telops. Mais on peut très bien donc coupler les deux, puis avec nos systèmes de convoyeurs, faire une caméra hyperspectrale de type industriel. On ne fait pas de filtre accordable dans cette région-là. Nos bragues ne sont pas transparents au-delà de 2,5 microns. Malheureusement. Working on it, on a des partenaires. J'avais cette question-là, oui, ça commence à se parler d'avoir des bragues puis dans ces longueurs d'onde-là. On est même impliqué dans les travaux de recherche ou en fait dans le parrainage des travaux de recherche tout au moins à ce niveau-là parce que ça nous intéresse évidemment d'étendre nos gammes. Mais je dirais que la transmission de Fourier est très efficace dans ces longueurs d'onde-là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a ardemment poussé parce que c'est quand même bien servi. Par contre, si on veut quelques bandes fixes, ça peut être intéressant. Puis pour nos sources accordables, ça peut être super intéressant aussi. Donc, on aimerait ça avoir des sources très, très puissantes, larges et avec une étendue très, très faible dans le midwave. Donc, ça, c'est fun. En supercontinuum, ça extrait une petite portion de l'énergie, on en perd beaucoup, mais c'est quand même un beau match. Donc, si on développe, il y a actuellement des travaux pour développer des sources laser large bande dans ces ondes-là, dans ces eaux-là. Puis on essaie de suivre avec nos bragues aussi. Excellent. Merci Sébastien sur ces. Donc, ça termine cette dernière de cette activité. Donc, j'aimerais remercier encore une fois nos gens aujourd'hui, nos panélistes. Donc, André et Sébastien pour leur présentation de l'INO et de Photon, etc. Et je vais peut-être laisser un mot de la fin à Luc. Oui, merci. Dans un premier temps, merci donc à nos deux conférenciers. C'est toujours très intéressant et apprécié.
À l'auditoire aussi, peut-être vous dire qu'on fait relâche pour la période estivale. Donc, on va reprendre, dis-je, les Brown Bag Lunch aux alentours du 10 septembre, pour être sûr. Là. Je pense que c'est un vendredi 10 septembre, donc ça nous fera plaisir de vous d'y retrouver. Entre-temps, donc, encore une fois, merci. Et puis, si je ne vois pas les autres, bonnes vacances. En tout cas, profitez de l'été. J'espère que tout le monde va pouvoir faire ce qu'on aime faire, en tout cas, le plus possible. Donc, merci à vous. Nous prendre dans nos bras. Oui. Allez. Oui, merci tout le monde. Puis à une prochaine. Merci. Au plaisir.